Opération RMSH 04. Nom de code, alias George Hood. Compétences, accès à des documents classifiés, discrétion et furtivité, résistance personnelle et morale, compétences en espionnage. Mission, transmission de documents secrets, renseignements sur le débarquement de Normandie, détails sur le programme des missiles, exposition d'un espion, informations sur le plan japonais. Véritable nom, Fritz Kolbe. Nationalité, allemande. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce n'étaient pas seulement les soldats qui jouaient un rôle important. Il y avait aussi les infirmières, les usines qui fabriquaient le matériel militaire, et les chefs d'état-major qui prenaient de lourdes décisions à chaque avancée de leurs pions pour remporter la bataille. Mais une catégorie était parmi les plus importantes, les espions. Dans cette catégorie, tout allait dans tous les sens. Entre agents doubles, trahison et fausses informations, c'était une autre guerre parallèle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un simple fonctionnaire d'État qui a fait pencher la balance pour les Alliés. Il n'était pas espion, mais plutôt un homme de conviction. Les extrêmes ne lui correspondaient pas. Je suis Michael et aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Fritz Kolbe. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Fritz Kolbe est né le 25 septembre 1900 à Berlin, dans une famille de classe moyenne. Son père, qui était un sellier, un homme qui travaillait le cuir, son père a élevé son fils dans la valeur de toujours faire ce qu'il pense être juste et de ne jamais avoir peur, et Fritz appliquera cela à la lettre. À 14 ans, Fritz rejoint un groupe, les Wandervogel, qui lui permet d'acquérir un sens de la sincérité et de l'intégrité intérieure, ce qui guidera sa conduite personnelle. Les Wandervogel, ou oiseaux de passage, était un mouvement de jeunesse né à la fin des années 1890 en Allemagne. Ces jeunes, principalement de la classe moyenne, étaient fatigués du mode de vie des bourgeois axé sur le gain matériel. Ils cherchaient quelque chose de plus authentique et sincère. Avec environ 25 000 membres, en 1914, les Wandervogel se retrouvaient pour des randonnées et des excursions dans la nature. C'était leur façon d'échapper à la routine de leurs parents et de retrouver des valeurs plus simples et proches de la nature. Ils pensaient qu'en se reconnectant avec les traditions du passé, comme les contes et les chansons populaires, la poésie et l'art romantique, ils pourraient inspirer un changement positif dans la société. Avant la Première Guerre mondiale, leur mouvement tournait autour de l'idée de se ressourcer dans les éléments traditionnels et culturels de l'Allemagne pour espérer un avenir meilleur. En octobre 1917, Fritz a maintenant 17 ans. Il quitte l'école et suspend toute activité avec le groupe Wandervogel. Il est enrôlé comme employé civil dans l'armée allemande, se retrouvant dans une unité télégraphique jusqu'en août 2018, puis jusqu'à la fin de 1918 comme soldat dans un bataillon du génie. Plus tard, Kolbe écrivit qu'il regrettait que tant de courage et de détermination aient été détournés vers la destruction, et il estimait que ce courage et cette détermination auraient pu être mieux orientés vers la construction d'un monde meilleur. La Première Guerre mondiale se termine et Fritz renoue avec les Wandervogel. Alors que de nombreux groupes similaires explosent en Allemagne, environ 2000 groupes, ça reste assez mal vu par le gouvernement en place. Mais si les Wandervogel voulaient changer les choses, ils savaient que ça ne serait pas par la voie politique. De nombreux groupes de jeunes ont été courtisés par les nazis et ont finalement été absorbés par le mouvement de la jeunesse nazie. Le groupe particulier de Kolbe avait un point de vue totalement anti-nazi et entra souvent en conflit avec les premières armées privées du parti nazi. Fritz a des envies d'ailleurs de découvrir le monde et en 1919, il entre en tant qu'apprenti au chemin de fer allemand. En parallèle, il suit des cours du soir et obtient son diplôme secondaire. Il étudie l'économie à l'université de Berlin durant 4 semestres et en 1922,
Après tant d'efforts, il obtient son examen d'entrée dans la fonction publique des chemins de fer. De plus, il devient le plus jeune chef de gare d'Allemagne. Mais Kolbe s'intéresse au monde extérieur et c'est pourquoi il étudia et réussit ensuite, au début de 1925, les examens du service extérieur. Il réussit à rentrer au ministère des Affaires étrangères à Berlin dans la même année. Il épouse sa femme et regrette cette montée en puissance du nazisme. On apprendra plus tard que les nazis ont tout fait pour que Fritz les rejoigne. Sa pensée restera la même. Il pensait que le régime nazi était déjà des menteurs. Et à la fin de cette année, il est affecté à l'ambassade allemande en Espagne. En 1930, des bandes armées nazies parcouraient les rues allemandes, terrorisant quiconque divergeait de leur point de vue. Et cette année-là, le parti nazi d'Adolf Hitler augmenta considérablement sa présence au Reichstag. Kolbe se souviendra plus tard que Hitler savait parfaitement utiliser les besoins économiques et le vide de l'âme des masses à ses propres fins. C'est en 1933 que Hitler monte au pouvoir en créant la peur autour de lui. À ce moment-là, Fritz se calme un peu sur son opposition, enfin, il le crie moins haut. Après tout, Hitler avait été élu démocratiquement et légitimement. Très vite, Kolbe et ses collègues du ministère des Affaires étrangères allaient se rendre compte qu'Hitler ne leur témoignait pas sa loyauté. Hitler pensait qu'il était le seul responsable de s'occuper de la politique étrangère. Fritz et ses collègues reçoivent des pressions pour rejoindre le parti nazi. Beaucoup de ses collègues ont accepté. Mais quand la pression était sur Kolbe, il joue la carte de l'idiotie pour éviter de rentrer dans le régime. Il a été rejeté, motif cas désespéré. En 1936, une guerre civile éclate en Espagne. Le régime de Franco était soutenu par les Allemands et les Italiens. Les Russes, eux, soutenaient les loyalistes espagnols. Les diplomates nazis fuient l'Espagne et laissent derrière eux des dossiers, dont celui de Fritz. Dessus, il est marqué qu'il y avait bon caractère, mais qu'il était en contact avec des marxistes et des juifs. Fritz rentre à Berlin, sa femme est malade, elle décède dans la même année. Il se retrouve seul à s'occuper de son fils unique. Il est affecté en Afrique du Sud, dans le consulat. Il épouse sa deuxième femme, une Suissesse, et fréquente de plus en plus d'antinazis. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et Fritz est renvoyé à Berlin. Il laisse son fils derrière lui en Afrique du Sud, avec sa gouvernante et sa femme, avec qui il veut divorcer d'ailleurs. Son souhait est de protéger son fils de l'idéologie nazie. Fritz n'aimait ni l'Allemagne ni les ministères des Affaires étrangères, où il était forcé de retourner. Plus il voyait la politique nazie et sa méchanceté, plus il se sentait fort dans son opposition. Kolbe s'est engagé dans des activités anti-nazies quelque peu mineures, mais importantes. Tous les passeports vierges qu'il avait apportés avec lui d'Afrique du Sud ont été utilisés par divers réfugiés juifs pour s'échapper. Avec ses anciens camarades, les Van der Vogel, il commence à s'opposer au régime nazi clandestinement. Leur action était surtout de délivrer des petites informations au peuple. Ils étaient très prudents dans leurs actions. Mais malgré son opposition aux nazis, ses activités de résistance et son désir de quitter l'Allemagne, Kolbe était un bon bureaucrate. Même s'il était parfois franc, la franchise de Kolbe a été tolérée en raison de son excentricité et parce que, pour la plupart, il gardait la bouche fermée et faisait bien son travail. Son atout était de réussir à se rendre indispensable. En 1941, Kolbe commence à travailler pour Karl Ritter au ministère des Affaires étrangères. Il est chargé de trier et de présenter les câbles diplomatiques entrants, de réviser les rapports des diplomates étrangers et de surveiller la presse étrangère. Il sélectionne les informations les plus pertinentes pour Ritter, incluant la presse américaine qui arrive à Berlin via Lisbonne. Kolbe reçoit aussi des informations sur les stations de sous-marins et il est responsable de la destruction des copies de messages secrets et top secrets. Fritz aurait dit « C'était comme une comédie. Moi qui, sans aucun compromis, rejetais et combattais les nazis, les haïssais même, j'avais fini par entrer dans leur cercle intime. » Fritz Kolbe, conscient de sa position privilégiée au sein du ministère des Affaires étrangères allemand, savait qu'il pouvait aider les Alliés en divulguant des informations secrètes nazies. Dès qu'il a eu accès à ces informations, il a ressenti le besoin impératif de les faire sortir du pays, malgré le risque de trahison.
Pour Kolbe, la fidélité au régime nazi n'était pas justifiable et il considérait son devoir envers l'Allemagne beaucoup plus important. En 1941, avant l'attaque de Pearl Harbor, il tenta d'entrer en contact avec les responsables américains à Berlin via l'Église catholique, mais ses efforts échouèrent et l'ambassade américaine ferma rapidement après la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis. Kolbe, frustré, chercha à être réaffecté à un poste à l'étranger, mais sans succès. Pendant l'hiver 1941-1942, Kolbe observait la guerre depuis Berlin. Il voyait les succès militaires allemands fluctuer et les atrocités commises sur le front de l'Est, principalement par les forces soviétiques. Il était témoin des bombardements dévastateurs sur les villes allemandes par les alliés occidentaux et de l'inquiétude croissante parmi les Allemands quant à la possibilité de perdre la guerre face à l'Union soviétique. Même s'il voulait agir contre le régime nazi, Fritz devait être très prudent car les exécutions en Allemagne augmentaient drastiquement à cette époque. Au printemps 1942, Kolbe comprit que le seul moyen sûr de livrer des informations aux Alliés était de quitter l'Allemagne. À cette époque, un nombre croissant de ses collègues allemands, y compris ceux du ministère des Affaires étrangères, se retournaient contre Hitler. L'étau de la dictature nazie se resserrait de plus en plus, notamment avec la répression brutale de l'opération Anthropoïde par la Gestapo. Cependant, Kolbe poursuivit son travail quotidien avec l'apparence d'un fonctionnaire dévoué, tout en cherchant activement des moyens de transmettre des renseignements vitaux aux forces alliées. En août 1943, Fritz Kolbe se rendit en Suisse en tant que courrier diplomate. Enfin, il arrive à quitter l'Allemagne, un poste qu'il avait accepté avec l'espoir de rencontrer des alliés et de leur transmettre des informations vitales. Lors de ce voyage, il réussit à rentrer en contact avec Allen Dulles, chef du bureau des services stratégiques, l'OSS situé en Suisse. Kolbe livra à Dulles une grande quantité de documents secrets, notamment des informations sur la guerre en Afrique du Nord et des détails sur les mouvements des troupes allemandes. Kolbe continua de fournir des informations à l'OSS jusqu'à la fin de la guerre. Il utilisa des méthodes diverses et astucieuses pour dissimuler les documents, souvent les cachant dans sa sacoche diplomatique ou alors attachés à sa jambe lorsqu'il voyageait à l'étranger. Il savait qu'il n'était jamais fouillé par la Gestapo. Sa contribution était immense. Les renseignements qu'il fournissait permettaient aux Alliés de planifier des opérations militaires avec une plus grande précision. En 1944, Kolbe apprend que la Gestapo est sur ses traces. Malgré le risque, il poursuivit son travail motivé par son désir de voir l'Allemagne se libérer des nazis. Il réussit à éviter la capture grâce à sa prudence et à ses contacts au sein de l'OSS. En 1945, avec la chute du régime nazi, Fritz espérait être reconnu pour ses actions héroïques. Cependant, après la guerre, il fut largement méconnu et critiqué par certains de ses compatriotes allemands qui le voyaient plutôt comme un traître. Son rôle dans la résistance allemande fut minimisé et il ne reçut aucun honneur. Malgré tout, Kolbe continua à croire fermement à la justice et à la vérité. Il s'installa en Suisse après la guerre et travailla comme représentant pour une entreprise américaine et pour le gouvernement. Il meurt le 16 février 1971 à l'âge de 70 ans dans la ville de Berne en Suisse, et ce n'est que bien plus tard que ses contributions furent pleinement reconnues. En 1999, il reçut à titre posthume la Croix de l'Ordre et du Mérite de la République fédérale d'Allemagne pour ses services exceptionnels. Fritz Kolbe était un exemple de courage et d'intégrité. Il a risqué sa vie pour faire ce qui était juste pour lui. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que cet espion vous a plu. Dites-moi sur les pages réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ce que vous avez pensé de cet épisode, c'est important pour moi. C'était Mickaël et je vous dis ciao.